Et si le plus grand secret d'une famille se cachait dans une simple photographie d'église? En 1911, à Lyon, une mère et ses 3 enfants ont été immortalisés sur un banc de bois, sous la lumière froide de l'église Saint-Nizier. Mais derrière ce sourire contraint et ces vêtements modestes, il y avait un silence lourd. L'un des enfants n'était jamais reconnu par le père. Des années plus tard, ce cliché est devenu la clé d'une histoire que personne n'aurait osé raconter, une vérité qui a traversé les générations. Aujourd'hui, je vais vous révéler cette histoire dramatisada inspirée de faits historiques réels. Et vous comprendrez pourquoi cette photo n'est pas seulement une image, mais un témoignage bouleversant de ce que signifiait survivre dans le Lyon ouvrier du début du XXe siècle. Avant de commencer, abonnez-vous à cette chaîne, laissez un like et dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous regardez cette vidéo. Cela nous aide à faire vivre ces récits, parce qu'ils portent des leçons de vie universelles que ne doivent pas être oubliées. Cette photographie a été prise il y a plus d'un siècle, dans l'église Saint-Nizier de Lyon, un dimanche matin de 1911. Si vous la regardez rapidement, vous n'y verrez qu'une mère avec ses 3 enfants, assis sur un banc de bois usé par le temps. Mais si vous observez attentivement le regard de Marguerite Dubois, cette femme de 28 ans, au visage marqué par les longues journées à la fabrique Gilet, vous remarquerez quelque chose d'étrange. Sa main droite, cachée sous des gants troués qu'elle a tenté de dissimuler pour la photo, repose sur l'épaule du plus petit de ses enfants, avec une protection excessive, presque désespérée. Ce petit garçon de 3 ans, c'est René. Et dans moins de 2 heures, quand ils rentreront de la messe, il sera le seul des 3 enfants à ne pas avoir de place à la table familiale. Les registres paroissiaux de Saint-Nizier confirment que cette photo faisait partie d'une campagne pour documenter les familles catholiques du quartier de la Croix-Rousse. Le photographe, un certain monsieur Bertrand, avait été payé 20 francs par la paroisse pour immortaliser ces visages d'ouvriers. Il ne pouvait pas savoir qu'il capturait l'instant précis où une famille se brisait en silence. Regardez Jean, 7 ans, avec sa petite boina identique à celle de son père. Il se tient droit, fier, déjà conscient qu'il est l'héritier, le fils légitime. À côté de lui, Louise, 5 ans, avec son ruban blanc dans les cheveux, un cadeau de sa grand-mère paternelle pour Pâques. Elle baisse les yeux comme si elle sentait déjà le poids du secret familial. Et puis il y a René. René qui ne comprend pas encore pourquoi son père Paul n'est pas venu à la messe ce matin-là. René qui ne sait pas que dans le quartier, les femmes murmurent en le voyant passer. Car voyez-vous, 3 ans et 9 mois plus tôt, un jeune boulanger nommé Étienne Morvan travaillait rue des Tables Claudiennes, juste en face de l'immeuble où vivaient les Dubois. Les voisins racontent encore comment Marguerite descendait chercher le pain chaque matin, comment elle restait parfois de longues minutes à discuter avec Étienne pendant que Paul travaillait ses 14 heures à la fonderie. Puis, un matin de février 1908, Étienne a été écrasé par une charrette chargée de charbon. 2 semaines plus tard, Marguerite annonçait qu'elle attendait un 3e enfant. Le silence de Marguerite face aux accusations était sa seule défense. Dans ce Lyon ouvrier de 1911, une femme qui parlait trop risquait bien plus qu'une réputation. Elle risquait de perdre son travail à la fabrique, et avec un salaire d'1,50 franc par jour, chaque centime comptait pour nourrir 3 bouches. Alors elle se taisait, travaillant ses 12 heures quotidiennes, les mains plongées dans les bains de teinture qui lui brûlaient à la peau, toussant de plus en plus fort à cause des vapeurs chimiques. Ce que la photo ne montre pas, c'est ce qui s'est passé juste avant. René avait tenté de prendre la main de Jean pour entrer dans l'église, mais son frère l'avait repoussé violemment. « Tu n'es pas mon vrai frère », avait-il murmuré, répétant les mots qu'il entendait son père prononcer chaque soir après ses 3 verres d'absinthe. Marguerite avait serré René contre elle, essuyant ses larmes avec un mouchoir déjà humide de ses propres pleurs. Elle savait que dans quelques minutes, il faudrait sourire pour le photographe, faire semblant d'être une famille normale, unie dans la foi. Mais le plus déchirant dans cette histoire, c'est ce détail que personne ne remarque sur la photo. René tient dans sa main gauche un petit morceau de pain rassis. Il le garde toujours sur lui, pour les urgences,
comme il dit avec sa voix qui bégait quand il était nerveux. Ce pain, il le partage parfois avec les pigeons sur le parvis de l'église. Ces seuls êtres vivants qui ne le rejettent pas, qui viennent picorer dans sa main sans se soucier de qui est son vrai père. Dans le quartier de la Croix-Rousse, les secrets circulent plus vite que l'eau dans les caniveaux après la pluie. Madame Perrin, la concierge, jure avoir vu Marguerite sortir de chez Étienne un matin de mai 1908. Monsieur Chavant, le marchand de charbon, raconte à qui veut l'entendre que Paul Dubois n'a pas versé une larme à la naissance de René, contrairement aux deux premiers. Les documents du recensement de 1911 montrent pourtant que René est bien inscrit comme René Dubois, fils légitime. Mais l'encre sur le papier ne peut effacer les murmures dans les escaliers, les regards en coin au lavoir communal, les enfants du quartier qui crient « bâtard » quand René passe dans la rue. Ce matin de messe, pendant que le père Antoine parlait du pardon et de la miséricorde divine, Marguerite priait, pas pour le salut de son âme, non. Elle priait pour que René survive à cette enfance de rejet, pour qu'un jour il comprenne que l'amour d'une mère peut parfois compenser la haine d'un père. Elle priait aussi pour Paul, son mari qui dormait sur le sol de l'atelier quand la douleur devenait insupportable, qui pleurait dans la cave en pensant que personne ne l'entendait. Le photographe a demandé à tout le monde de ne pas bouger. 30 secondes d'immobilité pour l'éternité. Marguerite a forcé un sourire, ses lèvres gercées par le froid de janvier tremblant légèrement. Jean s'est redressé encore plus, bombant son petit torse. Louise a furtivement glissé sa main vers celle de René, un geste de tendresse que la photo a capturé pour toujours. Et René, le petit René avec ses joues rondes et son regard perdu, a fixé l'objectif sans comprendre qu'il regardait l'avenir, qu'il regardait tous ceux qui, plus d'un siècle plus tard, contempleraient son visage d'enfant rejeté. 6 mois avant cette photographie, en juillet 1911, Lyon suffoquait sous une chaleur inhabituelle. Les archives météorologiques de l'observatoire de Fourvière indiquent des températures dépassant les 35 degrés. Dans l'appartement exigu des Dubois, au 3e étage du 47 rue des Tables Claudiennes, l'air était irrespirable. René, alors âgé de 2 ans et demi, était le seul à dormir par terre, sur un matelas de paille que Marguerite avait confectionné avec des chutes de tissu volées à la fabrique. Paul avait été clair. Les vrais enfants dans les lits, l'autre par terre. C'est cette nuit-là que tout a commencé à basculer. René s'était mis à tousser, une toux sèche qui réveillait tout l'immeuble. Marguerite s'était levée, avait pris l'enfant dans ses bras, sentant la fièvre qui brûlait son petit corps. Elle avait marché toute la nuit dans la pièce unique qui servait de salon, de cuisine et de chambre, berçant René pendant que Paul faisait semblant de dormir, tournant ostensiblement le dos à la scène. Les factures médicales retrouvées dans les archives de l'Hôtel-Dieu montrent que Marguerite avait dépensé 3 jours de son salaire pour faire examiner René par un médecin. Diagnostic, début de tuberculose, maladie qui tuait un enfant sur 4 dans les quartiers ouvriers. Madame Moreau, la veuve du 2e étage, avait été la première à offrir son aide. Cette femme de 60 ans, qui avait perdu son propre fils à la guerre de 1870, avait pris René sous son aile. Les témoignages recueillis par l'assistance publique mentionnent qu'elle passait ses après-midi à lui apprendre l'alphabet avec de vieux journaux, dessinant les lettres dans la poussière du palier. C'est elle qui avait remarqué que René ne bégayait pas quand il chantait, et qui avait parlé de lui au père Antoine. Le curé de Saint-Nizier était un homme pragmatique. Les registres paroissiaux montrent qu'il avait inscrit René dans le cœur des enfants, non pas par charité chrétienne, mais parce que la voix claire du petit garçon attirait les fidèles et donc les dons. Chaque dimanche, René montait les marches de pierre usée qui menaient au jubé, ses sabots de bois claquant sur la pierre froide, et il chantait. Sa voix s'élevait dans la nef, pure et cristalline, faisant oublier pour quelques instants qu'il portait des vêtements rapiécés et qu'il avait des marques de gale sur les bras. Paul Dubois, lui, s'enfonçait chaque jour un peu plus dans sa rage silencieuse. Les fiches de paie de la fonderie Schneider, où il travaillait comme ajusteur, montrent qu'il faisait de plus en plus d'heures supplémentaires, préférant la chaleur infernale des fourneaux
à la vue de cet enfant qui lui rappelait chaque jour son déshonneur. Ses collègues racontaient qu'il buvait de plus en plus, passant ses dimanches au cabaret au Bon Coin de la place Satonnet, dépensant en absinthe l'argent qui aurait pu acheter des chaussures à René. Mais Paul avait ses propres démons. Sa mère était morte en lui donnant naissance, un fait consigné dans les registres d'état civil de Villeurbanne en 1876. Son père, alcoolique et violent, l'avait élevé à coups de ceinture, lui répétant sans cesse qu'il était la cause de tous ses malheurs. Paul avait juré qu'il serait un meilleur père, qu'il aimerait ses enfants. Mais comment aimer un enfant qui n'est peut-être pas le sien? Comment regarder sans rage ce petit visage qui ressemble tant à celui d'Étienne, le boulanger mort trop opportunément? Louise, elle, vivait déchirée entre deux mondes. À 5 ans, elle comprenait déjà trop de choses. Le soir, quand elle pensait que tout le monde dormait, elle se glissait vers le matelas de René et lui donnait sa poupée de chiffon, la seule qu'elle possédait. Au matin, avant que leur père ne se lève pour partir à la fonderie à 5 heures, elle la reprenait discrètement. Un jour, Paul l'avait surprise. Il avait arraché la poupée des mains de René et l'avait jetée dans le poêle. Louise avait pleuré toute la journée, mais le soir même, elle avait partagé son morceau de pain avec René. Jean, l'aîné, observait tout avec ses yeux d'enfant trop vite grandis. Les bulletins scolaires de l'école communale de la rue Burdeau montrent qu'il était un élève moyen, mais bagarreur. Il se battait presque chaque jour dans la cour, défendant l'honneur de sa famille contre les moqueries des autres enfants. « Ta mère est une putain », lui avait craché le fils Bernardin. Jean lui avait cassé le nez, ce qui avait valu à Paul une amende de 5 francs, consignée dans les registres de la police municipale. Mais Jean se battait aussi contre lui-même, contre cette partie de lui qui voulait parfois prendre la main de René, jouer avec lui, être simplement un grand frère. L'automne 1911 était arrivé avec ses pluies grises et froides. Marguerite toussait de plus en plus, crachant parfois du sang qu'elle cachait dans son mouchoir. Les conditions de travail à la fabrique Gillet étaient documentées dans les rapports de l'inspection du travail. 12 heures debout, les mains plongées dans des bains de teinture à base de chrome et d'arsenic, dans des salles mal ventilées où la température dépassait les 40 degrés. Son salaire d'1 franc 50 par jour suffisait à peine à acheter le pain quotidien, 4 kg à 40 centimes le kilo. C'est Monsieur Blanc, le forgeron de la rue Poutot, qui avait remarqué René. L'enfant passait des heures devant sa forge, fasciné par le métal rougeoyant, par les étincelles qui jaillissaient sous les coups de marteau. Un jour, René avait ramassé un morceau de fer tordu dans la rue et l'avait apporté à Monsieur Blanc. « Je peux le réparer ?» avait-il demandé de sa petite voix hésitante. Le forgeron, un homme bourru mais juste, avait vu quelque chose dans les yeux de l'enfant. Une détermination, une force que même le rejet n'avait pas réussi à briser. Les carnets de commande de la forge, conservés aux archives municipales, montrent que Monsieur Blanc avait commencé à employer René pour de petites tâches, ramasser les chutes de métal, balayer la forge, entretenir le feu. Il lui donnait quelques centimes, que René cachait dans une boîte en fer blanc enterrée dans la cour de l'immeuble. Il économisait, centime par centime, rêvant du jour où il pourrait acheter de vraies chaussures, pas ces sabots qui lui blessaient les pieds et faisaient rire les autres enfants. Mais ce que René gardait de plus précieux, c'étaient ses dessins. Avec des morceaux de charbon récupérés, il dessinait sur les murs de la cage d'escalier, sur des bouts de papier journal, sur tout ce qu'il trouvait. Il dessinait sa mère, avec son sourire fatigué et ses mains abîmées. Il dessinait Jean en train de se battre, Louise avec sa poupée. Il dessinait même Paul, toujours de dos, toujours partant. Ses dessins, Marguerite les récupérait en secret, les cachait dans une boîte à biscuits rouillée sous son lit. C'était les preuves que son fils existait, qu'il avait une âme d'artiste malgré tout. Décembre 1911. La neige tombait sur Lyon depuis 3 jours, paralysant la ville. Les archives météorologiques parlent de l'hiver le plus rude depuis 1895, avec des températures descendant jusqu'à -15 degrés. Dans l'appartement des Dubois, on se serrait autour du poêle qui fumait, brûlant les derniers morceaux de charbon que Paul avait pu acheter,
avec ce qui restait de sa paix. René, maintenant âgé de 3 ans et demi, dormait toujours sur son matelas de paille, mais Marguerite avait cousu en secret une couverture avec des chutes de tissu de la fabrique, risquant le renvoi si on la découvrait. Chaque morceau de cette couverture racontait une histoire. Du velours rouge volé sur une commande pour la bourgeoisie, du coton bleu destiné aux uniformes militaires, de la laine grise qui aurait dû devenir des manteaux d'hiver. C'est ce mois-là que tout s'est accéléré. Les premiers cas de scarlatine avaient été signalés dans le quartier de la Guillotière, selon les rapports de l'Hôtel-Dieu. La maladie se propageait rapidement dans les quartiers ouvriers, où les familles s'entassaient à 8 ou 10 dans des pièces uniques. Les médecins de l'assistance publique notaient que la malnutrition et le froid affaiblissaient les défenses des enfants. En 3 semaines, 47 enfants étaient morts, leurs noms soigneusement consignés dans les registres de décès de la préfecture. Paul avait pris une décision ce jour-là, une décision qui allait tout changer. Il avait vendu sa montre de gousset, le seul héritage de son père, pour payer d'avance le médecin au cas où Jean ou Louise tomberaient malades. 40 francs, une fortune pour un ouvrier qui en gagnait 3 par jour. Pour René, rien. Si le bâtard tombait malade, qu'il se débrouille. Marguerite l'avait supplié à genoux sur le plancher froid, mais Paul était resté inflexible. « Je ne gaspillerai pas un centime pour l'enfant d'un autre », avait-il craché avant de sortir claquer la porte. La veille de Noël, René avait fait quelque chose d'extraordinaire. Avec les quelques centimes qu'il avait économisés en travaillant pour Monsieur Blanc, il avait acheté 3 petites oranges au marché de la Croix-Rousse. Une pour Jean, une pour Louise, une pour ses parents à partager. Il les avait posées sur la table pendant que tout le monde dormait, avec des dessins qu'il avait faits pour chacun. Pour Jean, un dessin le montrant grand et fort, brandissant une épée. Pour Louise, elle-même entourée de fleurs. Pour ses parents, un portrait de famille où tout le monde se tenait par la main, même lui. Au matin, Paul avait trouvé les oranges. Les témoignages des voisins rapportent qu'on l'avait entendu crier depuis la rue. Il avait jeté les fruits par la fenêtre, déchiré les dessins. « Tu crois pouvoir acheter ta place dans cette famille ?» avait-il hurlé à René qui tremblait dans un coin. Mais Jean avait ramassé son dessin déchiré, l'avait caché sous son oreiller. Louise avait couru dehors dans la neige pour récupérer les oranges. Et Marguerite, pour la première fois, avait tenu tête à son mari. « Si tu touches à cet enfant, je pars avec lui. » Le 28 décembre, Jean avait commencé à avoir de la fièvre. Les symptômes étaient classiques selon les descriptions médicales de l'époque. Gorge rouge vif, éruption cutanée écarlate, langue framboisée, la scarlatine. Paul avait immédiatement fait venir le docteur Laroche, dont les notes médicales décrivent un cas sévère, nécessitant des compresses froides et de la quinine. Louise était tombée malade 2 jours plus tard, la fièvre montant si haut qu'elle délirait, appelant René dans son sommeil agité. René, étrangement, ne montrait que des symptômes légers, une petite fièvre, quelques boutons, mais rien de comparable à ses frères et sœurs. Madame Moreau disait que c'était un miracle, que Dieu protégeait les innocents. Le docteur Laroche, plus pragmatique, notait dans son carnet que l'enfant, habitué aux privations et aux conditions difficiles, avait peut-être développé une résistance naturelle. C'est le 15 janvier 1912 que la situation est devenue critique. Jean suffoquait, sa gorge enflée l'empêchant presque de respirer. Les fiches médicales décrivent une complication rare mais mortelle, un phlegmon du cou. Paul avait dépensé ses dernières économies pour faire venir un spécialiste de l'hôpital, le professeur Dutheil. Mais la médecine de 1912 avait ses limites. Sans antibiotiques, qui ne seraient découverts que 30 ans plus tard, on ne pouvait que regarder et prier. Cette nuit-là, celle du 16 au 17 janvier, resterait gravée dans les mémoires. Jean délirait, appelant tantôt son père, tantôt sa mère. Puis, soudainement, sa voix s'était éclaircie et il avait appelé. « René, petit frère. »« Viens. » Paul s'était figé. Marguerite avait porté René jusqu'au lit de Jean. Le petit garçon de 3 ans avait pris la main de son grand frère, avait commencé à chanter doucement la berceuse qu'il avait apprise au chœur de l'église. « Dors, dors, petit ange.
Les étoiles veillent sur toi. » Jean avait souri. Un vrai sourire. Le premier qu'il adressait à René depuis des mois. « Pardon » avait-il murmuré. Puis ses yeux s'étaient fermés. Le docteur Laroche noterait l'heure du décès. 3h47 du matin. Cause officielle. Complication de la scarlatine. Mais pour tous ceux présents dans la pièce, Jean était mort en paix, la main dans celle du petit frère qu'il avait rejeté. Paul était resté prostré, incapable de bouger, de parler. C'est René qui avait fermé les yeux de Jean, qui avait déposé sur sa poitrine le dessin froissé que Jean avait gardé sous son oreiller. Le dessin où René l'avait représenté en héros. Marguerite pleurait en silence, ses larmes coulant sur Louise qui brûlait toujours de fièvre dans ses bras. Le matin du 17 janvier, alors qu'on préparait le corps de Jean pour la veillée funèbre, Paul avait fait quelque chose d'inattendu. Il était descendu à la cave, là où il cachait ses bouteilles d'absinthe et les avait toutes brisées. Les voisins racontent avoir entendu le fracas du verre, puis des sanglots déchirants. Quand il était remonté, ses yeux étaient rouges, mais secs. Il avait regardé René, vraiment regardé pour la première fois. L'enfant tenait dans ses mains un nouveau dessin. Jean avec des ailes d'ange, veillant sur la famille depuis le ciel. Paul n'avait rien dit, mais il avait pris le dessin. Délicatement. Les registres de la pompe funèbre. Mercier indique qu'il avait insisté pour que ce dessin soit placé dans le cercueil de Jean. C'est le portrait que son frère a fait de lui, avait-il dit au croque-mort étonné. Son frère. Pas son demi-frère. Son frère. Louise avait survécu, miraculeusement. Le docteur Laroche attribuait sa guérison aux soins constants de Marguerite et, étrangement, à la présence de René qui était resté à son chevet jour et nuit, lui chantant des chansons, lui racontant des histoires inventées. Paul les avait observés depuis le pas de la porte, voyant pour la première fois l'amour inconditionnel que René portait à sa sœur, malgré tout le rejet qu'il avait subi. Le matin du 20 janvier 1912, 3 jours après l'enterrement de Jean au cimetière de la Croix-Rousse, Paul Dubois s'était levé différent. Les voisins du 47 rue des Tables Claudiennes raconteraient plus tard qu'ils ne l'avaient jamais vu ainsi. Sobre, le regard clair, marchant avec une détermination nouvelle. Il était descendu à la cave, mais cette fois pas pour boire. Il cherchait quelque chose dans les vieilles malles poussiéreuses. Il en avait sorti un petit marteau, son premier outil d'apprenti, celui avec lequel il avait appris le métier à 14 ans. Il l'avait nettoyé soigneusement, huilé, puis l'avait posé sur la table de la cuisine. René dormait encore sur son matelas de paille, épuisé par les nuits de veille auprès de Louise. Paul s'était approché, s'était agenouillé à côté de lui. Pour la première fois en 3 ans, il avait vraiment regardé cet enfant. Les cheveux ébouriffés, les joues creuses par la malnutrition, les petites mains couvertes de gerçures. Mais aussi cette façon de dormir en chien de fusil, exactement comme Jean dormait. Cette fossette au menton, identique à celle de Louise. Ses sourcils qui se fronçaient dans le sommeil, comme les siens. Marguerite, qui l'observait depuis le lit où Louise se remettait lentement, avait retenu son souffle. Elle avait vu Paul tendre la main vers René, s'arrêter à quelques centimètres de ses cheveux, trembler, puis la retirer. Mais dans ce geste avorté, il y avait plus de tendresse que dans tous les mots qu'il n'avait jamais prononcés. Il s'était relevé, avait pris son manteau rapiécé, et était sorti. Direction, la forge de Monsieur Blanc. Les archives de la forge, conservées par la famille Blanc, montrent une commande inhabituelle ce jour-là. Paul Dubois, commande spéciale, un petit tablier de cuir, taille enfant, payé comptant, 2 francs. Monsieur Blanc raconterait plus tard que Paul était resté 1 heure dans la forge, parlant de René, de son talent naturel pour le dessin, de sa façon de comprendre intuitivement comment le métal se plie et se forme. « Je me suis trompé », avait dit Paul, les mots sortant difficilement de sa gorge nouée. « Le gamin, c'est un Dubois, peu importe le reste. » Pendant ce temps, à l'appartement, René s'était réveillé et avait trouvé le petit marteau sur la table. Il n'osait pas y toucher, pensant que c'était un piège, une nouvelle façon de le punir. Mais Marguerite lui avait dit doucement, « C'est pour toi. Ton père l'a laissé pour toi. Ton père. »
Les mots étaient sortis naturellement, et René avait éclaté en sanglots. Des sanglots de 3 ans de rejet, de solitude, de questions sans réponse. C'est à ce moment précis que Madame Perrin, la concierge, était montée en courant, essoufflée. « Venez vite, il y a eu un accident à la fonderie. » Le sang de Marguerite s'était glacé. Paul travaillait ce jour-là, remplaçant un collègue malade pour gagner quelques francs supplémentaires. Les registres de la fonderie Schneider détaillent l'accident. Une coulée de métal en fusion s'était déversée, blessant 3 ouvriers. Paul avait poussé le jeune Marcel Reynaud hors de danger, recevant lui-même le métal brûlant sur le bras gauche. À l'Hôtel-Dieu, le professeur Dutheil avait examiné les brûlures. 3e degré sur tout l'avant-bras, 2e degré jusqu'à l'épaule. Paul ne pourrait plus jamais travailler de sa main gauche avec la même force. Pour un ouvrier métallurgiste, c'était la fin d'une carrière, la misère assurée. Les indemnités de la fonderie, selon les documents conservés, s'élevaient à 50 francs. De quoi survivre 1 mois, peut-être 2. Mais ce qui s'est passé ensuite restera gravé dans toutes les mémoires. René était entré dans la chambre d'hôpital, tenant son petit marteau. Il s'était approché du lit où Paul gisait, le bras bandé, le visage crispé par la douleur. « Papa », avait-il dit, et c'était la première fois qu'il utilisait ce mot. « Papa, regarde ce que j'ai fait. » Il avait sorti un dessin de sa poche, un dessin de Paul en train de sauver Marcel, en héros, en protecteur. Paul avait regardé le dessin, puis René. Et là, devant les infirmières stupéfaites, devant Marguerite qui pleurait en silence, devant Louise qui se tenait dans l'embrasure de la porte, Paul Dubois avait fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Il avait posé sa main valide sur la tête de René. Juste posé. Pas une caresse, pas encore, mais un contact. 30 secondes qui effaçaient 3 ans de rejet. Le gamin a du talent, avait-il dit à Monsieur Blanc qui était venu lui rendre visite. Prenez-le comme apprenti. Je ne peux plus travailler, mais lui, il fera quelque chose de ses mains. Les documents d'apprentissage, signés le 3 février 1912, montrent que René Dubois, malgré son jeune âge, était officiellement devenu apprenti forgeron. Le plus jeune apprenti que la forge ait jamais eu. Les mois qui ont suivi ont été difficiles. Marguerite travaillait 16 heures par jour à la fabrique pour compenser la perte du salaire de Paul. Ses collègues, dans un élan de solidarité ouvrière documenté dans les archives syndicales, organisaient des collectes, apportèrent de la soupe, du pain. Paul, diminué, apprenait à vivre avec son handicap. Il ne pouvait plus porter de lourdes charges, mais il pouvait encore tenir un marteau léger de sa main droite. Alors, il enseignait à René, sans mots tendres, sans effusion, mais avec une patience qu'il n'avait jamais montrée. Les voisins racontent qu'on les voyait parfois dans la cour de l'immeuble, Paul montrant à René comment tenir le marteau, comment frapper juste, comment écouter le son du métal. René absorbait tout, apprenant non seulement le métier, mais aussi cette façon particulière qu'avait Paul de pencher la tête quand il réfléchissait, de siffloter quand il était concentré. Il devenait un Dubois, geste après geste, jour après jour. Louise, remise de sa maladie, était devenue le lien entre tous. Elle prenait la main de René pour aller à l'école, fière de montrer que c'était son frère. Elle aidait Marguerite à la cuisine, préparant la maigre soupe de navets qui constituait souvent le seul repas du jour. Elle lisait à Paul les journaux quand ses yeux fatigués ne pouvaient plus déchiffrer les petits caractères. La famille se reconstruisait, lentement, douloureusement, mais sûrement. Un soir d'avril 1912, alors que le printemps commençait timidement à reverdir les platanes de la place Satonnet, Paul avait fait quelque chose d'extraordinaire. Il avait pris un morceau de charbon et avait dessiné sur le mur de la cuisine. Un dessin maladroit, tremblant mais reconnaissable. 4 personnes autour d'une table. 4. Pas 3. On n'est pas des artistes comme toi, avait-il grogné à René. Mais on est une famille. C'est ce soir-là que Marguerite avait sorti la vieille boîte à biscuits rouillés où elle cachait tous les dessins de René. Paul les avait regardés un par un, découvrant 3 ans de vie de son fils à travers ses yeux d'enfant. Il y avait tout. Les jours de pluie où René restait seul,
les moments volés avec Louise, les rares sourires de Marguerite, et même lui, Paul, toujours de dos, toujours partant, mais toujours présent dans l'univers de l'enfant. Les années ont passé comme les saisons sur Lyon, apportant leur lot de joie fugace et de peine durable. René grandissait, ses mains d'enfant devenant peu à peu celles d'un artisan. Les registres de la Forge Blanc montrent qu'en 1916, à 19 ans, il était devenu compagnon, le plus jeune à obtenir ce titre dans tout le quartier de la Croix-Rousse. Ses pièces étaient recherchées, des grilles ouvragées pour les maisons bourgeoises, des outils parfaitement équilibrés pour les artisans, mais surtout ces petites sculptures de métal qu'il créait le soir, après le travail, et qui racontèrent des histoires sans mots. Louise avait épousé un typographe, Antoine Mercier, en mars 1916. Les photos du mariage, conservées précieusement, montrent René à côté de Paul, tous deux en costume emprunté, Paul avec son bras gauche toujours légèrement replié, séquelle de son accident. Sur cette photo, on voit Paul poser sa main valide sur l'épaule de René. Un geste simple, naturel, qui avait pris 4 ans pour devenir possible. Marguerite, elle, s'était éteinte en janvier 1916, ses poumons ravagés par 15 ans de vapeurs toxiques à la fabrique. Les documents médicaux parlent de phtisie galopante, mais ceux qui l'ont connue savent qu'elle est morte apaisée. Sur son lit de mort, elle avait réuni ses 2 enfants survivants et Paul. « Regardez-vous », avait-elle murmuré. « Vous êtes ma plus belle œuvre. Une famille, une vraie famille. » C'est 3 mois après la mort de Marguerite que l'ordre de mobilisation était arrivé. René Dubois, classe 1913, devait se présenter à la caserne de la Part-Dieu pour rejoindre le 89e régiment d'infanterie. Direction Verdun, cet enfer de boue et de fer où des centaines de milliers d'hommes disparaissaient dans la fumée des obus. Le matin du départ, le 15 juin 1916, Paul avait fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Il avait serré René dans ses bras. Pas une étreinte longue ou démonstrative, non, juste 3 secondes. Mais dans ces 3 secondes, il y avait tout. Le pardon, le regret, l'acceptation, l'amour. Puis il lui avait tendu un petit paquet enveloppé dans du papier journal. À l'intérieur, le marteau d'apprenti, celui qui avait marqué le début de leur réconciliation. « Pour que tu te souviennes d'où tu viens », avait-il dit, la voix rauque. Louise lui avait donné une lettre, cachetée, avec l'instruction de ne l'ouvrir qu'en cas d'extrême nécessité. Et dans la poche intérieure de sa veste, René avait glissé la médaille de la Vierge que Marguerite lui avait donnée juste avant de mourir. « Elle t'a toujours protégé », avait-elle dit. Elle continuera. Les lettres du front, conservées dans les archives familiales, racontent l'horreur de Verdun. René écrivait peu, mais ses dessins parlaient pour lui. Des camarades dans les tranchées, des paysages dévastés, des moments d'humanité au milieu de l'apocalypse. Dans une lettre datée du 23 octobre 1916, il écrivait « Papa, je comprends maintenant votre silence. Certaines douleurs sont trop grandes pour les mots, mais sachez que je suis fier d'être votre fils. Votre fils sans condition, sans question. » La dernière lettre officielle date du 15 novembre 1916. René écrivait qu'il partait en patrouille de nuit avec 5 camarades. Il devait repérer les positions ennemies avant l'offensive prévue pour le lendemain. Il terminait par ces mots. « Si je ne reviens pas, sachez que j'ai vécu plus d'amour dans ces dernières années que certains dans toute une vie. Je suis René Dubois, fils de Paul et Marguerite, frère de Louise et de Jean qui veillent sur nous. Je suis complet. Les registres militaires indiquent que la patrouille n'est jamais revenue. Porté disparu, présumé mort, mais aucun corps n'a été retrouvé. Paul a attendu 1 an, 2 ans, 10 ans. Chaque jour, il descendait à la gare de Perrache, regardant les trains arriver, espérant voir René descendre, son sac sur l'épaule, son sourire timide aux lèvres. Certains jurent l'avoir vu. En 1920, un marchand de ferraille de Villeurbanne affirmait qu'un jeune homme correspondant à sa description travaillait dans une forge près de la place Grand Clément. Un prêtre de passage racontait avoir vu un homme unijambiste, s'appuyant sur une béquille de métal ouvragé,
chantant dans le chœur de l'église Saint-Pothin. En 1925, une lettre anonyme arriva chez Louise, un simple dessin représentant la famille réunie, signé R. L'analyse de l'encre et du papier, faite des années plus tard, confirma qu'il datait bien de cette époque. Paul est mort en 1927, à 51 ans, usé par le travail et l'attente. Dans ses affaires, on trouva des centaines de dessins de René, soigneusement classés par année, annotés de sa main tremblante. Mon fils, 4 ans. Mon fils, 7 ans. Mon fils avant Verdun. Mon fils. Toujours mon fils. Louise vécut jusqu'en 1968. Elle garda précieusement la photographie de 1911, celle où on les voit tous les 4 à l'église, celle où René n'était encore qu'un enfant rejeté tenant un morceau de pain rassis. Elle la regardait souvent, traçant du doigt les visages, murmurant leurs noms. Elle racontait leur histoire à ses enfants, puis à ses petits-enfants, transformant la douleur en leçon. L'amour finit toujours par triompher, même s'il met du temps, même s'il fait mal, même s'il arrive presque trop tard. En 1970, sa petite-fille, Marie Mercier, préparant une thèse sur les conditions de vie ouvrières à Lyon au début du XXe siècle, fit une découverte stupéfiante dans les archives d'un hospice de vieux à Vienne, à 30 km de Lyon. Un pensionnaire décédé en 1962, enregistré sous le nom de René Martin, avait laissé une malle. À l'intérieur, des dizaines de sculptures de métal, un marteau d'apprenti gravé aux initiales PD et une médaille de la Vierge. Mais surtout, une sculpture représentant 4 personnes. Un homme aux bras repliés, une femme au sourire fatigué, une fillette avec un ruban et un jeune homme tenant un marteau. Derrière, gravé dans le métal, ces mots « Ma famille, ma force, mon pardon ». Était-ce lui ? Les analyses ADN n'existaient pas encore. Les témoins étaient morts. Mais Marie garda la sculpture, la plaça à côté de la photographie de 1911. Vrai ou imaginé, la survie de René n'avait plus d'importance. Ce qui comptait, c'était la leçon gravée dans le métal et dans les cœurs. Nous sommes tous les enfants rejetés de quelqu'un, et nous sommes tous capables de devenir les enfants aimés de quelqu'un d'autre. Il suffit parfois d'une main tendue, d'un regard qui change, d'un pardon murmuré dans la douleur. Aujourd'hui, la photographie de 1911 repose dans un petit cadre d'argent sur la cheminée de l'arrière-arrière-petite-fille de Louise, dans un appartement moderne du 7e arrondissement de Lyon. Chaque matin, en passant devant, elle regarde ces visages figés dans le temps et se souvient que l'amour n'est pas dans le sang, mais dans les choix, que le pardon n'efface pas le passé, mais libère l'avenir, que même rejeté, même mal aimé, un enfant peut devenir quelqu'un, si une seule personne croit en lui. La photo jaunit doucement, les visages s'estompent, mais l'histoire, elle, reste vivante. Car au fond, nous sommes tous des René, cherchant notre place, tendant la main, espérant qu'un jour quelqu'un la saisira et dira « Tu es mon enfant, tu es ma famille, tu es chez toi ». En fin de compte, cette histoire fictionnelle inspirée de réalités ouvrières et familiales du début du XXe siècle nous rappelle qu'au-delà du sang, c'est l'amour, le pardon et le courage silencieux qui construisent une famille. Les blessures du rejet peuvent marquer à jamais, mais un simple geste de reconnaissance suffit parfois à changer un destin et à transmettre, de génération en génération, une leçon de dignité. Et vous, qu'est-ce qui fait vraiment une famille? Le lien du sang ou le choix d'aimer? Avez-vous déjà été témoin d'un pardon qui a tout transformé? Pensez-vous que les secrets cachés finissent toujours par se révéler? Si vous êtes resté jusqu'à la fin, écrivez le mot espoir dans les commentaires. Dites-nous de quelle ville vous nous regardez et, si vous le souhaitez, partagez une histoire de vos anciens, de vos parents ou grands-parents, qui pourrait inspirer d'autres récits pour ce canal. Merci de faire vivre cette mémoire avec nous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer cette vidéo, d'activer la cloche pour ne rien manquer, et de partager ou commenter pour que cette histoire touche d'autres personnes. Enfin,
Cliquez sur la carte à l'écran pour découvrir le prochain récit.